Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Récap Info. Comme chaque semaine, nous allons revenir avec mon invité sur les faits majeurs de l'actualité de ces derniers jours dans le bassin grenoblois et se pencher également sur son actualité. Aujourd'hui, je reçois Jean-Charles Collaroy. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation. Jean-Charles Collaroy, vous êtes depuis 2017 député La République En Marche de la 2e circonscription de l'Isère. Vous êtes également conseiller municipal à Saint-Martin-d'Air. L'actualité majeure de la semaine, c'est bien sûr la crise du Covid-19, particulièrement sensible sur notre territoire. Selon le dernier point du CHU Grenoble-Alpes jeudi, 130 patients sont hospitalisés en Isère, dont 21 en réanimation au CHU, 3 à la clinique Beldon. 34 patients en soins critiques sont suivis à Beldon et au groupe hospitalier mutualiste. Les patients hospitalisés sont essentiellement des personnes à risque, souffrant de diabète, d'obésité ou des personnes âgées. Néanmoins, les services de réanimation ne sont pas encore en tension. 54 lits restent disponibles au CHU. Ce sont les jeunes qui sont le plus porteurs du virus. Pour 100 000 habitants à Grenoble, on compte 570 cas de Covid-19 chez les moins de 25 ans. Au regard notamment de ces chiffres, le président de la République, Emmanuel Macron, a donc annoncé mercredi soir un couvre-feu de 21h à 6h dans plusieurs métropoles, dont Grenoble. Il prend effet samedi à 0h. Les établissements qui reçoivent du public sont bien évidemment concernés. Une très mauvaise nouvelle pour les restaurants, mais aussi les cinémas et salles de spectacle. Les responsables de la basse-cour et de la Comédie de Grenoble n'ont plus trop envie de rire, mais ne baissent pas pour autant les bras et cherchent des solutions. Alors, on se doutait un petit peu de ce, on va dire, risque de couvre-feu. C'était un petit peu ce qui se disait, voilà. On n'avait pas spécialement anticipé. C'est vrai qu'on préférait attendre de savoir exactement, si c'était mis en place ou non, après l'horaire, voilà. Comme on est une petite structure, c'est vrai que c'est aussi un petit peu compliqué de faire, de prendre des décisions vraiment précises avant de savoir exactement où on en est. Donc, ce matin, un petit peu branle-bas de combat, mais on est prêt, à s'adapter. Pour les spectacles enfants, ça ne nous change rien parce qu'ils étaient en pleine journée. Et pour les spectacles adultes, en fait, on a tout décalé, tous nos spectacles à 19h pour pouvoir quand même jouer, même si malgré la contrainte horaire. On a vu avec les comédiens, on s'est arrangé. C'est juste que certains soirs, au lieu d'avoir deux spectacles comme on le faisait, il n'y en aura plus qu'un. Donc pour les spectateurs qui avaient acheté leur place, ce qu'on a, c'est qu'on a leur contact, puisque au moment où ils réservent, ils remplissent toutes leurs coordonnées. Et donc on peut les appeler directement pour leur demander si ça leur va de venir à 19h au lieu de 21h comme c'était convenu. Et pour ceux qui ne peuvent pas, on leur propose de reporter les places sur un autre spectacle de leur choix plus tard. Jean-Charles Collaroy, votre circonscription est concernée par ces mesures puisqu'elle se situe dans la métropole de Grenoble. Est-ce que vous avez déjà rencontré des habitants? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, il nous explique que ce sont des mesures difficiles parce qu'effectivement, il y a une contrainte qui est portée sur la vie sociale, mais ce sont des mesures qui sont nécessaires parce que tous les chiffres le montrent et nous étions encore en vidéoconférence ce matin avec monsieur le préfet. Le virus circule et en particulier dans les métropoles qui ont été données par le président de la République. Ça couvre 30% de la population et donc il y a de plus en plus de cas, une circulation du virus. Eh bien, il nous faut réagir. Il faut couper cette dynamique si nous ne voulons pas un engorgement des urgences, des hôpitaux dans les 3 ou 4 semaines qui viennent. Pour beaucoup, il y a des incohérences puisque c'est sur le lieu de travail, dans les établissements d'enseignement, qu'il y a le plus de clusters. Et pourtant, il n'y a pas d'obligation de télétravail. Les cours à distance, c'est toujours à 50% dans les facs. On a le droit de partir en vacances. Ça peut sembler contradictoire, tout ça. Oui, c'est vrai. À partir du moment où, vous savez, où on met des zones géographiques, où on place des seuils à 21h, à 22h, il y a bien sûr des sentiments d'injustice. Pourquoi dans telle ville c'est appliqué et pas dans telle autre? Mais ces mesures sont nécessaires aujourd'hui parce que dans la métropole en particulier, on s'aperçoit que les chiffres sont encore plus grands en termes de propagation du virus qu'ailleurs dans le département. Et si jamais tout le département de l'Isère avait été couvert, il y aurait eu aussi une injustice à la frontière du département. Donc ces effets de seuil sont inéluctables et on s'est aperçu que le couvre-feu était très utile pour casser la dynamique. Par exemple, en Guyane ou dans d'autres pays aussi qui ont mis en place ces mesures, on s'aperçoit qu'on peut vite freiner. Et l'objectif, c'est effectivement des contraintes là où la dynamique de propagation est forte pour éviter d'avoir à reconfiner l'ensemble du pays qui, là, ce serait dramatique.
Il y a des lieux culturels qui demandent des dérogations jusqu'à 23 heures avec le ticket de cinéma, le ticket de théâtre. Est-ce que ça vous paraît envisageable ? Je crois que c'est un sujet qui est à l'étude. Le Premier ministre s'est exprimé aujourd'hui pour dire qu'ils allaient regarder cela, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse multiplier les exceptions. Peut-être qu'il faut être capable d'adapter les horaires. Vous avez raison aussi sur le fait qu'il faut qu'on soit beaucoup plus volontariste sur le télétravail. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette en place des mesures supplémentaires. Aussi, bien sûr, les mesures de prévention plutôt que les sanctions, effectivement. Je rejoins par exemple en cela Éric Piolle ou d'autres maires qui expliquent qu'il faut encore plus de prévention et que ce n'est pas la sanction qui doit faire peur. Malgré tout, le couvre-feu est maintenant nécessaire pour enrayer cette hausse qui est spectaculaire, une multiplication par 10 du nombre de cas en quelques semaines. Et on sait que les nombres de cas, c'est potentiellement, dans 3 ou 4 semaines, un engorgement des places de réanimation et des urgences. Et ça ne concerne pas que les personnes vulnérables, même s'il faut y être très attentif. Il y a aussi des jeunes, il y a aussi des moins de 50 ans qui sont touchés. Il y a aussi des maladies chroniques qui se déclenchent. Donc soyons tous vigilants. Je crois que nous le sommes. Bien, ce couvre-feu doit nous y aider. C'est temporaire. C'est nécessaire. Pour l'instant, c'est jusqu'à début décembre, donc 6 semaines. Vendredi dernier, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Olivier Véran, s'est rendu dans l'agglomération grenobloise. Il a visité notamment l'Institut de formation en soins infirmiers sur le campus. Vous y étiez d'ailleurs. C'est l'homme de la situation, Olivier Véran ? Oui, je crois qu'il est à la hauteur. Il fait tout ce qu'il peut pour essayer de gérer une crise qui est compliquée parce que il y a des informations contradictoires. Nous essayons de suivre aussi les avis des scientifiques, d'agir, d'être dans l'action. Il y a eu le Ségur de la santé avec la revalorisation des personnels hospitaliers. Nous avons aussi investi massivement dans l'hôpital, ce qui avait été un peu abandonné pendant près de 30 ans. Nous avons aussi créé des milliers de places de réanimation. Nous étions à 5000 avant le confinement, nous sommes aujourd'hui à 12 000. Il en faudrait peut-être plus, mais déjà, c'est un pas énorme qui a été franchi. Et de toute façon, on n'embauche pas des infirmières ou on ne forme pas des médecins réanimateurs comme ça en 3 mois. Donc la tendance de fond de réinvestir dans notre hôpital est là. Mais je crois que le ministre de la Santé, effectivement, est à l'œuvre, il se déplace, il agit, il suit aussi l'avis des scientifiques et c'est ce qu'on attend de lui. Mais les personnels de santé, pour l'instant, ce qu'on leur propose, ils se disent c'est pas assez, on est épuisé, on nous donne 100 €. Oui, je les comprends, parce qu'effectivement, cela repose beaucoup sur leur action, sur leur investissement. Ils n'ont pas ménagé leurs heures et on va encore leur demander des efforts si justement cette deuxième vague se concrétise. Donc c'est aussi pour ça que les mesures de couvre-feu sont là. C'est pour éviter un engorgement des urgences, une saturation des hôpitaux. Et le Ségur de la santé a été une première étape de revalorisation très forte. Il faut aussi accélérer les versements. C'était en plusieurs temps et le Premier ministre vient d'annoncer que les versements qui étaient prévus plutôt en mars ou au printemps 2021, allaient être faits sur la fin de cette année, parce qu'il y a encore des professions qui attendent les versements de primes qui avaient été promises. Il faut qu'on aille plus vite, ça je les rejoins. Au printemps dernier, l'Assemblée nationale avait été clairement tracée comme cluster. Aujourd'hui, comment travaillez-vous ? Nous avons des mesures de vigilance. Par exemple, dans l'hémicycle, maintenant, nous ne pouvons y accéder que par moitié. L'hémicycle ne peut pas être complet. Le masque est obligatoire dans toutes les enceintes de l'hémicycle. Nous essayons effectivement de dématérialiser aussi par vidéo un maximum de réunions. Malgré tout, pour les votes, il faut être là, présent physiquement. Il n'y a pas possibilité de voter de façon dématérialisée. Et moi, ce que je veux dire aussi aux Français, c'est que on ne peut pas considérer l'Assemblée nationale comme une autre réunion ou un conseil d'administration. Il y a parfois des citoyens qui s'offusquent de voir qu'on interdit des réunions à plus de 10 ou plus de 15 et que l'Assemblée nationale peut se réunir. Mais c'est aussi notre démocratie, ce n'est pas une réunion classique ou une réunion d'entreprise. Non, mais vous prenez des risques pour vous et les autres. On fait le maximum, on applique les gestes barrières, les masques sont là, mais la démocratie doit suivre son cours. Nous votons en ce moment par exemple le budget, nous passons nuit et jour à l'Assemblée. La France doit continuer d'être administrée avec un budget, des réformes. Et il est normal qu'à l'Assemblée nationale, nous continuions notre travail tout en respectant des mesures particulières. C'est la même chose dans les commissions ? Oui, tout à fait. Maintenant, dans les commissions, nous ne pouvons accéder que par moitié, sauf quand il y a un vote. Moi, j'estime aussi que la présence est nécessaire pour pouvoir dialoguer et aussi pour respecter les droits de l'opposition. Moi, je fais partie de la majorité, mais malgré tout, il est important que chaque membre de l'opposition puisse défendre ses amendements, ses convictions. C'est un droit constitutionnel aussi que chaque député puisse défendre des idées ou des amendements. Et là aussi, il faut respecter cela.
À l'Assemblée, vous êtes membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Alors en juin dernier, vous avez été à l'origine d'une tribune parue dans le journal Le Monde et signée par 250 parlementaires LREM pour soutenir la démarche de la Convention citoyenne pour le climat. Alors je vais faire un petit résumé. En juillet, sur 149 propositions de cette convention, Emmanuel Macron décidait d'en écarter 3, notamment le passage à 110 km/h sur autoroute. Au premier point d'étape, fin septembre, on s'est aperçu que le gouvernement avait écarté 8 propositions supplémentaires, dont le fameux moratoire sur la 5G. Il était alors accusé, le gouvernement, de détricoter les mesures des citoyens. Et puis finalement, mercredi, on apprenait qu'il y aurait bien l'instauration d'un malus au poids sur les véhicules neufs de plus de 1800 kg. Alors ça concerne pas mal les SUV, mais pas les véhicules électriques, ni hydrogène, ni les véhicules pour les familles nombreuses. La Convention citoyenne, elle, prévoyait une taxation des 1400 kg. Au moment de la Convention citoyenne à l'Assemblée nationale, Jean-Charles Colas-Roy, vous vous étiez exprimé, vous parliez d'un succès. Est-ce que pour vous c'est toujours le cas ? Oui, je pense effectivement cela. C'est un succès pour une meilleure association des citoyens au débat public et à la prise de décision. Et c'est vrai que ça, c'était un exercice voulu par Emmanuel Macron, 9 mois de travail. Et le président de la République lui-même avait fait un discours fondateur sur l'écologie le 29 juin dernier en recevant les conclusions de cette convention. Et bien moi, ma feuille de route aujourd'hui, ce sont les travaux des citoyens pendant la Convention citoyenne et ce discours du président de la République le 29 juin pour rehausser notre ambition en matière de transition écologique. Il y a énormément de mesures qui vont accroître la capacité de la France à accélérer le verdissement de l'économie. Et puis il y a aussi quelques mesures qui font débat, je le reconnais. Eh bien moi, au Parlement, je vais essayer de me battre pour qu'on soit le plus ambitieux possible et qu'on respecte les intentions des citoyens de la Convention citoyenne. On a quand même l'impression qu'après la claque verte des municipales, Emmanuel Macron, on pensait qu'il mettrait un peu plus d'écologie dans son mandat, puis finalement le naturel ou l'antinaturel est revenu au galop. Non, moi je ne suis pas d'accord parce que regardez le plan de relance. Par exemple, 100 milliards d'euros, eh bien 30 milliards sont consacrés à la transition écologique, au verdissement de l'économie. On va mettre de l'argent comme jamais on en a mis sur l'hydrogène. 2 milliards d'euros en 2 ans et 7 milliards sur les 5 ou 6 ans qui viennent. La rénovation des bâtiments, j'étais encore à l'université, sur le domaine universitaire, avec le Crous. Énormément de bâtiments publics qui vont pouvoir être rénovés. On met 4 milliards d'euros d'argent public sur la rénovation des bâtiments. On veut voir des chantiers qui démarrent dès janvier 2021. Toute l'administration aujourd'hui est en mode projet pour travailler sur la rénovation des bâtiments, le développement des énergies nouvelles. Il y a aussi des grands projets sur les transports. On va investir sur ce qu'on appelle les petites lignes, c'est-à-dire ces réseaux de trains dans les régions, dans les territoires. On va réinvestir sur le train de nuit. Donc ces 30 milliards d'euros du plan de relance consacrés en 2 ans sur la transition énergétique, c'est un grand succès, c'est une grande volonté du président de la République. À ça viendront s'ajouter l'ensemble des mesures de la Convention citoyenne pour le climat qui sont adoptées les unes dans le budget, c'est ce qu'on est en train d'étudier actuellement, les autres dans un projet de loi spécifique au premier trimestre 2021. Eh bien tout cela, ça va venir encore amplifier notre action. Toutes ces propositions de la Convention citoyenne, est-ce qu'elles sont vraiment adaptées ? On a vu beaucoup de mécontentement. Mais c'est normal parce qu'elles ont été faites aussi dans un contexte qui était avant la crise du Covid-19 et avant la crise économique que nous connaissons. Et donc, les citoyens eux-mêmes sont d'accord pour dire qu'il faut respecter les intentions, et moi je vais me battre pour que chacune des mesures soit appliquée au Parlement, mais en même temps qu'on peut aussi repenser la temporalité des choses. Il est sûr que, par exemple, sur le trafic aérien, alors même que la crise a énormément impacté nos compagnies, Air France, nos constructeurs, Airbus, et que les émissions ont été réduites de fait, peut-être qu'on peut avoir une trajectoire plus souple dans la taxation du trafic aérien que celle qui a été proposée par les citoyens. Parce que de fait, déjà, les émissions ont été réduites. Mais il ne faut pas écarter de la main cette proposition parce qu'à terme, il y a réellement une volonté de montrer que l'aérien doit plus contribuer à la réduction des émissions et à la transition écologique. C'est vrai aussi pour la voiture. Vous l'avez dit, l'idée de taxer les véhicules les plus lourds est une bonne idée parce qu'il faut regarder aussi l'ensemble de l'analyse du cycle de vie d'un véhicule et pas uniquement les émissions. Mais est-ce qu'il faut le faire des 1300 ou 1400 kilos alors même que nous essayons de relancer nos constructeurs français, qu'il y a des emplois dans des bassins industriels ou plutôt... Mais des emplois, il y en a aussi dans l'environnement. Bien sûr, non mais bien sûr, mais ce n'est pas incompatible. Ou plutôt d'abord de commencer à 1800 kilos en ciblant les voitures les plus lourdes, effectivement les fameux SUV,
en mettant des exceptions pour les véhicules électriques qui sont plus lourds mais qu'on ne va pas taxer, ou les familles nombreuses parce qu'il ne s'agit pas aussi de rajouter des impôts sur les Français, eh bien voilà, nous essayons d'adapter intelligemment les choses, de faire notre travail de parlementaire, de donner une trajectoire en respectant les intentions, mais aussi en montrant un chemin qui permet de concilier l'écologie et l'économie. Au mois de juin, vous évoquiez votre volonté d'un référendum sur cette question. On en est où? Oui, moi je trouvais intéressant de pouvoir associer l'ensemble des Français à la réflexion des 150 citoyens, y compris pour évoquer des mesures qui peuvent encore faire débat. Vous avez parlé du 110 km/h ou d'autres mesures, la réforme de la Constitution par exemple, la création du crime d'écocide. Et un référendum sur cette thématique, ça aurait permis aussi de partager la problématique transition écologique encore plus dans l'opinion. Mais pour faire un référendum, il faut aussi l'aval du Sénat, il faut avoir du temps entre différentes élections. Aujourd'hui, il va y avoir les élections régionales, les départementales, la présidentielle, peut-être. Mais donc, je ne suis pas sûr que nous ayons le temps nécessaire pour pouvoir faire ça. Mais en tout cas, moi, je l'appelais de mes voeux parce que je trouvais intéressant de passer de la réflexion 250 citoyens ou du Parlement à l'ensemble de la société. Au début du mois, vous avez décidé de voter contre le projet de loi autorisant le retour des néonicotinoïdes dans les champs de betteraves sucrières. D'abord, expliquez-nous ce que sont ces néonicotinoïdes et leur rapport avec les betteraves. Bien, ce sont des insecticides extrêmement puissants, très nocifs, qui avaient été interdits dans une loi en 2016. Justement parce qu'on s'était rendu compte que certes ils s'attaquaient à des pucerons qui peuvent avoir des effets néfastes sur les betteraves ou à d'autres insectes, mais on les retrouvait pendant 20 ans dans les sols, dans les cours d'eau, et les abeilles, quand elles butinent ou quand elles viennent boire l'eau à la surface des plantes, sont ensuite décimées par ce pesticide. Et donc, en 2016, la France pouvait s'honorer d'avoir interdit ces néonicotinoïdes, pesticides extrêmement puissants. Et la loi était bien faite à l'époque puisqu'elle laissait 4 ans aux filières agricoles pour s'adapter. D'abord, nous l'avons votée en 2016, c'était d'ailleurs la majorité précédente. Elle s'appliquait à partir de 2018 avec des dérogations possibles jusqu'en 2020. Et c'est vrai que l'ensemble des filières ont réussi ou ont fait les efforts de s'adapter. Et pour la betterave, il y a eu un hiver doux et un printemps doux qui a vu la prolifération d'un puceron qui a propagé un virus qui a décimé le nombre de betteraves sucrières et donc handicapé la filière du sucre en France. Alors moi, j'étais favorable à ce qu'on aide les agriculteurs, il n'y a pas de débat là-dessus, et la filière sucrière. Mais pas en réautorisant ces produits extrêmement nocifs, en indemnisant les agriculteurs, ou pourquoi pas en créant un système assurantiel, comme ça se fait dans d'autres pays, qui permet à ce que les années de bonne récolte, les pouvoirs publics, les agriculteurs, la filière du sucre, mettent de côté pour indemniser lorsqu'il y a une attaque de ravageurs, et pour investir aussi dans des alternatives, mais pas en tout cas en réautorisant ces pesticides extrêmement puissants, extrêmement nocifs. Pour moi, c'était un signal de régression environnementale. Et c'est vrai que je me suis opposé à ce texte gouvernemental. Ces pesticides, ils sont autorisés jusqu'à preuve du contraire, enfin jusqu'à ce qu'une nouvelle loi dise qu'ils ne sont plus. Donc là, c'est une dérogation très encadrée, uniquement pour la filière betterave. Et le gouvernement a bien précisé le texte. Et il y a cette volonté d'aider les agriculteurs. Mais pour moi, malgré tout, le signal était une régression trop forte par rapport à l'avancée environnementale que constituait la loi de 2016. Mais c'est un projet de loi. Ce projet de loi, il a été proposé par La République En Marche. Vous êtes député La République En Marche. C'est vrai, oui, je me suis opposé à ce projet de loi du gouvernement. C'est assez rare, mais il m'a semblé que sur le fond et le signal que nous envoyons aussi n'était pas le bon et qu'on devait ou qu'on pouvait réfléchir à faire autrement. C'est aussi la force qui fait notre majorité de pouvoir avoir des débats en interne et de pouvoir s'opposer quand on estime qu'un texte ne va pas dans le bon sens. Et les débats en interne préalables n'ont pas suffi à faire changer d'avis? Non, voilà, il y a eu des débats en interne, mais il y a la volonté aussi d'aider les agriculteurs, d'aider une filière qui est en profond désarroi. Moi, je pensais qu'on pouvait ou qu'on devait faire autrement, mais c'est un autre choix qui a été fait. Vous n'êtes pas le seul député isérois à avoir voté contre ce projet de loi. Émilie Chalas, députée de la 3e circonscription également. Dans la foulée, elle a donné une interview à nos confrères du Dauphiné Libéré pour dire qu'elle était déçue par La République En Marche. Elle expliquait que, selon elle, le parti ne créait plus d'espace de débat et qu'elle avait du mal à lire la ligne politique LREM, même si elle disait également rester fidèle à Emmanuel Macron. Alors la réaction ne s'est pas faite attendre. Le jour même, la fédération iséroise de LREM, dans un communiqué, disait déplorer la communication d'Émilie Chalas, tant sur le fond que sur la forme, expliquant que le programme, c'était toujours de faire de la politique autrement, en discutant un petit peu ce que vous venez de nous expliquer. D'abord, est-ce que vous comprenez ce qu'a dit Émilie Chalas, pourquoi elle s'est exprimée ainsi?
Non, parce que moi je me sens très bien dans La République En Marche. Je suis référent de transition écologique au plan national pour notre mouvement. Vous voyez, je fais encore une réunion la semaine prochaine sur le sujet de la transition écologique pour discuter avec des citoyens, des marcheurs. Je pense que nous avons encore des débats d'idées, des débats en interne. C'est vrai que les élections municipales ont été compliquées pour nous et souvent les municipales sont favorables aux sortants. Il y a une prime aux sortants et nous avons très peu d'élus. Nous sommes un mouvement très jeune. Mais je pense que nous travaillons, nous faisons ce travail d'explication, de conviction. Et je ne partage pas son point de vue. Et je pense en tout cas que c'est en interne qu'on doit faire évoluer les choses et animer les débats, et pas tant dans les critiques en externe. Vous pensez que c'est un petit peu de rancœur de sa part de ne pas avoir été peut-être assez soutenu par La République En Marche lors des élections municipales ? Je ne sais pas, il faudrait lui poser la question. Enfin, moi, je pense qu'elle a été soutenue. Le référent départemental était sur sa liste. Moi-même, je suis allé à un de ses meetings, mais j'ai été en campagne pour ma part à Saint-Martin-d'Air. Donc non, nous avons fait campagne et il faut savoir tourner la page, faire vivre le mouvement. Soyons présents dans les réunions, c'est ce que nous faisons. Animons le débat, réinvestissons justement le champ du débat d'idées. Et les critiques en externe ne sont pas très utiles, je crois. Parce que ce qu'elle explique, c'est qu'elle n'est pas un béni oui-oui. Est-ce que quand on est dans le parti du président, on se doit, en tant que député LREM, de voter les lois de ses petits camarades, le petit doigt sur la couture du pantalon? Est-ce qu'on peut s'exprimer autrement? Si on dit une critique un peu hors des sentiers battus, on se fait taper sur les doigts? Non, la preuve, regardez, sur le projet de loi néonicotinoïdes, moi j'ai exprimé une opposition et j'ai été respecté, entendu, c'est ce qui fait la force de notre mouvement. Donc justement, je trouve qu'en interne, on peut dialoguer, on peut même voter contre. Après, nous sommes dans la majorité, donc nous avons aussi une responsabilité à essayer de réformer la France, d'appliquer les mesures. Et moi, c'est ce qui me plaît aussi, c'est que nous sommes dans l'action, nous voulons réformer. Il y a aussi une facilité et une liberté de parole à être dans l'opposition. Moi, ce qui me plaît, c'est de mettre en place des mesures, de temps en temps d'exprimer un désaccord, on peut le faire, mais non, nous ne sommes pas des godillots, bien au contraire. Et regardez d'ailleurs les votes d'un parti comme la France Insoumise, regardez s'ils ont des voix divergentes dans leurs expressions à l'Assemblée nationale, très peu ou quasiment aucune. Donc en fait, il n'y a pas des godillots ou des frondeurs, il y a un débat qui se fait à l'intérieur de notre groupe parlementaire et une responsabilité aussi, quand on est dans la majorité, d'être en co-construction avec le gouvernement, et c'est bien normal. Donc vous vous sentez toujours bien à La République En Marche? Oui, très à l'aise avec un parti qui essaye de dépasser les clivages partisans, d'être très pragmatique, de réformer la France, d'avoir un débat d'idées. Quand je vois le plan de relance que nous sommes en train de mettre en œuvre, quand je vois le président de la République qui renforce l'attractivité de la France, nous avions un bon bilan économique avant la crise, le chômage avait baissé, nous avions renforcé l'attractivité de notre pays. C'est ce qui nous permet, avec ces bons fondamentaux, de passer aussi la crise, d'être capable d'avoir une voix forte en Europe. Tout ça, ce sont des motifs de fierté qui font que je me sens bien à La République En Marche et que je veux la faire progresser de l'intérieur. Est-ce que vous pourriez vous représenter en 2022 ? C'est une décision que je prendrai plutôt dans le courant de l'année 2021, au deuxième semestre. Et c'est aussi une décision que je veux prendre en famille, parce que c'est quand même une fonction qui est très exigeante, qui est très exposée, la fonction de député. C'est votre premier mandat, hein, vous n'étiez pas un homme politique. C'est aussi la chance qu'a offert Emmanuel Macron et La République En Marche d'ouvrir le mouvement et l'Assemblée nationale à la société civile, aux femmes, à la parité. Moi, je suis très fier de l'action que je mène, très heureux, mais en même temps, je veux aussi partager cette volonté et cette candidature, si elle doit se faire, avec mes proches. Alors, puisque l'on parle de 2022, il y a quelques jours, Grenoble et sa métropole ont obtenu le label Capitale verte européenne à compter de 2022. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est une très bonne chose. Voilà, je dis bravo à tous les acteurs qui se sont mobilisés, les acteurs économiques, Éric Piolle, le président de la métropole. Je crois qu'on a tous essayé de tirer dans ce sens-là. Et c'est une bonne nouvelle qu'on parle de façon positive de Grenoble. Moi je suis toujours très déçu quand il y a des débats qui font que quand on regarde Grenoble de Paris ou de l'international, on en parle de façon négative sur les aspects de sécurité. Voilà, parlons de ce qui est positif, tirons le débat public vers le haut et essayons de dépasser les clivages partisans sur du positif, le développement économique, l'attractivité, la recherche. Moi, j'ai le domaine universitaire sur ma circonscription. C'est un creuset pour le lien avec l'industrie, les collectivités locales. Soyons fiers de ça. Et Éric Piolle, c'est un secret pour personne, a laissé entendre qu'il pourrait se présenter aux élections présidentielles. Est-ce qu'il pourrait faire le poids contre Emmanuel Macron ?
C'est difficile pour moi de commenter cela. Chacun est légitime à se présenter. Voilà, donc... vous savez, un président de la République, on attend de lui, certes, qu'il gouverne le pays, mais aussi qu'il ait une stature internationale, qu'il représente la France à l'étranger, qu'il puisse parler d'égal à égal avec les présidents chinois, américains, dans le G7. Je pense qu'Emmanuel Macron a cette stature, a cette intelligence. C'est à Éric Piolle de savoir ses intentions et s'il s'en sent capable. Alors, on va continuer à parler d'environnement et d'énergie renouvelable, puisque dans l'actualité de cette semaine également, l'hôtel de ville d'Échirolles, qui, on peut le dire, est tombé dans le panneau. Dans le cadre de son plan énergie-climat, la commune a lancé un vaste programme d'installation photovoltaïque, dont le premier volet vient d'être inauguré sur le toit de la mairie. Cette centrale photovoltaïque répond à un double besoin écologique et économique. Elle est déjà raccordée depuis le mois d'août au réseau Enedis. Elle a permis de produire 21 000 kWh solaires pour une économie sur la facture d'électricité d'environ 3 000 €. Ce sont 312 panneaux qui ont été installés sur une surface de 600 mètres carrés et l'objectif de cette installation, c'est que la production correspondra à peu près 30% de ce qui est la consommation de l'hôtel de ville en matière énergétique, c'est-à-dire grosso modo une économie annuelle de minimum 15 000 €. Ce que nous voulions, c'est effectivement qu'il y ait une installation qui permette de suivre en direct, c'est le cas avec l'écran dans le hall de la mairie, de pouvoir, en regardant l'écran, voir tout de suite quelle est la production immédiate qui est réalisée. C'est le premier grand investissement en autoconsommation. L'année prochaine, nous voulons réaliser la même opération sur la toiture du gymnase Auguste Delonde que nous avons rénové et isolé thermiquement l'an dernier. Et tout un programme, y compris sur des toitures d'écoles qui s'y prêtent. On a fait le choix de les mettre est-ouest parce qu'en fait, ils ont étudié la consommation de l'hôtel de ville sur une journée. On a beaucoup de bureaux. Du coup, il y a une pause à midi. Du coup, il y a beaucoup moins d'agents qui sont présents dans leurs bureaux et donc beaucoup moins de consommation énergétique. Du coup, il était plus intéressant en fait d'exploiter est-ouest parce que le soleil se levant à l'est, on a un ensoleillement très fort le matin et très fort l'après-midi et un peu moins le midi. Et voilà, il faut penser à tout, même à la pause café. Avec un coût global de 150 000 €, il faudra environ 8 ans pour amortir cette centrale, plus de photovoltaïque. Jean-Charles Collaroy, c'est une démarche à suivre ? Bien sûr. L'an dernier, au Parlement, nous avons travaillé sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est la feuille de route de la France pour les 5 et 10 ans qui viennent en matière de transition énergétique et de développement d'énergies nouvelles. Eh bien, nous avons mis des moyens et des objectifs très ambitieux pour la France. Une multiplication par 3 en 10 ans de l'éolien, par 5 du solaire, par 10 du biométhane. Et les collectivités locales, les villes comme celle d'Échirolles, les métropoles, la région qui est chef de file aussi sur la transition écologique au plan local, ont toute leur légitimité pour être actrices. Il y a l'État qui donne la feuille de route, qui donne des moyens, mais les collectivités locales sont au cœur du dispositif. Après le photovoltaïque, l'hydraulique, le plus grand barrage de France a été inauguré la semaine dernière à Livet-et-Gavet. Il ne mesure qu'une dizaine de mètres de haut, mais il fait surtout d'une pierre 6 coups, en remplaçant 6 centrales et 5 barrages sur la Romanche, construits il y a une centaine d'années ces derniers. L'objectif, produire plus d'électricité avec moins d'équipements. Depuis 2010, l'entreprise Vinci a dû creuser à l'intérieur du massif de Beldon pour amener l'eau du barrage jusqu'à la centrale. Voyez le reportage de Lilian Veillé. C'est le plus gros chantier hydroélectrique d'Europe qui vient de se terminer. Après 10 ans de travaux, la centrale de Gavet et le barrage de Livet vont remplacer 6 centrales et 5 barrages de la vallée de la Romanche pour une production encore supérieure. C'est 40% de plus d'énergie propre, renouvelable que constitue l'hydroélectricité. On va produire par an 560 millions de kilowatts, qui correspond à la consommation de 230 000 habitants, soit la population grenobloise et la population de Chambéry. Cette nouvelle centrale est entièrement souterraine et au cœur de la machine, on a en fait une roue qui met en mouvement tout le système hydroélectrique. L'eau qui vient du barrage par la galerie de 10 km, elle a une hauteur de chute de 280 mètres qui lui donne toute la force pour mettre en mouvement cette roue qui mettra en mouvement l'ensemble de l'arbre et de l'alternateur. C'est donc l'alternateur qui transforme l'eau en électricité d'une manière encore plus sûre qu'auparavant, car la centrale de Gavet s'est dotée d'un système unique en Europe, les dissipateurs. Ils permettent, en cas d'avarie sur les machines, de ne pas reporter le débit au barrage
est de casser l'énergie de l'eau et de la renvoyer au niveau de l'usine. L'objectif est donc multiple, être plus performant, plus sûr, mais aussi diminuer l'impact sur l'environnement grâce au projet de renaturation de la Romanche qui commence par déconstruire les 5 barrages et 4 ou 5 des 6 anciennes centrales. On va pour ça procéder à la déconstruction des ouvrages industriels, réhabiliter les terrains et remettre des végétaux pour revenir à un état le plus naturel possible. Après la déconstruction, place à la reconstruction, mais cette fois d'un espace naturel plus silencieux, avec au programme la réintroduction de végétaux sur 10 hectares de terrain et aussi les 2 hectares de nature aquatique, avec par exemple la mise en place d'une passe à poissons. Elle sert, quand la truite a besoin pour se reproduire, de lui donner la possibilité de remonter la rivière. La centrale et le barrage de Livet ont coûté 400 millions d'euros pour peut-être lancer un mouvement, celui de la transition écologique. Jean-Charles Colarroy, c'est un équipement incroyable. Oui, vraiment, j'étais vendredi dernier aux côtés du président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, du ministre Joël Giraud, qui était là pour l'inauguration. Beaucoup de fierté. Il faut saluer les équipes d'EDF, les entreprises de travaux publics qui ont travaillé sur ce projet. Ça montre qu'on sait faire des projets industriels d'envergure en France, qu'on a les architectes, les ingénieurs, les bâtisseurs pour faire ces projets. Et puis, en termes de transition écologique, vous l'avez dit dans le reportage, 5 installations qui sont remplacées par uniquement 2. On redonne la continuité écologique du cours d'eau et puis surtout, on produit une énergie décarbonée et pendant des dizaines d'années, on va avoir une usine optimisée et qui produit l'électricité verte. Pour moi qui suis président du groupe d'études énergie verte à l'Assemblée nationale, je peux vous assurer qu'un chantier comme ça, c'est très important. Certains professionnels de l'hydraulique se sont sentis un peu les oubliés du plan de relance. C'est vrai, ils ont raison. Dans le plan de relance, on n'a pas spécifiquement mentionné l'hydroélectricité. On a beaucoup parlé de l'hydrogène, de la rénovation des bâtiments, des transports, du solaire. Et sur l'hydroélectricité, il n'y avait pas de ligne spécifique. Donc je fais partie des parlementaires qui se battent pour que cet oubli, entre guillemets, soit rattrapé. Et puis surtout aussi au plan européen, je me bats sur le sujet de la libéralisation des barrages. Parce que vous le savez, depuis 10 ans, il y a des négociations avec l'Europe. Ça date du gouvernement Fillon. Il ne s'agit pas de la privatisation des barrages, des installations, mais de l'exploitation des barrages qui est en jeu. Et dans la majorité, je fais partie des députés, même donc du coup dans la majorité, qui se battent pour qu'on gagne cette négociation au plan européen. Qu'est-ce que ça changerait ? Eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de désoptimisation et qu'un barrage puisse être confié à un exploitant et puis que le barrage en dessous soit à une autre entreprise. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de concurrence sur une même vallée entre différents acteurs, c'est la première chose. Et puis, au-delà de la production d'hydroélectricité, il y a d'autres usages de l'eau pour l'agriculture, pour le tourisme, pour les communes avoisinantes. Eh bien, moi, je suis vigilant et je me bats et je signale au gouvernement qu'il faut tenir bon vis-à-vis de l'Europe et rapidement gagner ces arbitrages. Parce qu'on est aujourd'hui dans une situation de statu quo qui fait qu'on ne fait pas les investissements nécessaires dans nos barrages parce qu'il y a cette situation d'attente et ce n'est bon pour personne. Donc aujourd'hui, d'ici décembre, des négociations doivent avoir lieu. Ça va de pair avec la réforme d'EDF aussi. Donc je suis ce sujet de très très près. On change de sujet. Vendredi dernier, la Commission nationale d'aménagement cinématographique a rendu un avis défavorable à l'installation d'un complexe de 12 salles sur le site de Saint-Martin-d'Air, l'ancienne friche Nerpic qui doit en 2022 devenir pôle de vie, de commerce, de loisirs. En février dernier, la commission départementale s'était également prononcée contre. Avis défavorable aussi alors de la métropole en décembre 2019. Ça a un petit peu changé depuis. Le projet voulu par UGC, l'investisseur Apsis et la commune martinéroise prévoyaient d'accueillir 2300 sièges répartis sur 12 salles et 3 niveaux. L'exploitant de cinéma a maintenant la possibilité de présenter un autre projet, de redimensionner son projet. Vous êtes conseiller municipal à Saint-Martin-d'Air. Est-ce que vous soutenez ce projet avec ou sans multiplex ? Moi, je soutiens un autre projet. Je pense que là, on est sur un projet anachronique qui date d'il y a 10 ans, de grands centres commerciaux, finalement, comme on n'en veut plus. Parce que la majorité communiste en place à Saint-Martin-d'Air a beau appeler ce projet Nerpic un pôle de vie, c'est malgré tout une sorte de grand place bis. Et la Convention citoyenne, d'ailleurs, l'a dit, on ne veut plus de ces grands projets de centres commerciaux qui font concurrence, d'ailleurs, à des commerces de proximité ou des plus petits commerces. Mais malgré tout, je pense que Saint-Martin-d'Air doit pouvoir développer un projet.
Et moi, j'appelle de mes voeux un projet plus en lien avec l'université qui est juste à côté, plus en lien avec l'histoire industrielle du site, plus co-construit avec les habitants de Saint-Martin-d'Hers. C'est ce qui manque aujourd'hui à ce projet. Et puis, ce refus, même si je le regrette, moi, parce que je pense qu'un cinéma, un lien avec aussi mon ciné, une activité culturelle, justement, ça venait apporter une touche différente au projet. Elle traduit des bisbilles politiques qu'il peut y avoir entre, pourtant, des gens qui sont dans la même majorité à la métropole, des communistes, des Verts, des socialistes, qui sont ensemble à la métropole et qui pourtant montrent tous leurs désaccords ensuite sur ce type de projet. Donc c'est à eux aussi de se mettre d'accord. On s'était dit que peut-être cette semaine on ne parlerait pas de la métropole, mais voilà. Vous êtes à l'origine de la création du statut de citoyen sauveteur. La loi est parue au Journal officiel en juillet dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, c'est 2 ans de travail. Vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a 2 types de lois, des projets de loi d'initiative gouvernementale et puis des propositions de loi qui peuvent être portées par des parlementaires. J'ai fait ce travail avec mon collègue député de Paris, Hugues Rançon, de travailler sur la lutte contre l'arrêt cardiaque ou la mort subite. C'est 50 000 décès chaque année et le taux de survie est de 7%. C'est perçu comme une fatalité et pourtant, si on se forme mieux au premier secours, si on généralise les défibrillateurs, eh bien, on peut augmenter ce taux de survie et en passant de 7% à 15%, on pourrait sauver 4 000 à 5 000 vies chaque année. C'est considérable, c'est l'équivalent des morts par accident de la route. Eh bien, la proposition de loi, on crée un statut de citoyen sauveteur, c'est-à-dire que quand les citoyens font le massage cardiaque, ils n'ont aucun risque d'être poursuivis s'ils font mal. Il faut enlever toute appréhension parce que souvent... on se dit toujours qu'on va casser une côte. Mais oui, quand les gens viennent se former, ils disent « mais qu'est-ce qui se passe si je fais mal ?» Eh bien, il vaut mieux intervenir que de ne rien faire parce que de toute façon, la personne va décéder si on n'intervient pas. Et chaque minute qui passe avant l'arrivée des premiers secours, en France c'est entre 10 et 15 minutes, chaque minute qui passe c'est 10% de chance de survie en moins. Donc allez vous former, allez vous sensibiliser aux premiers secours. Intervenez si jamais eh bien, quelqu'un s'effondre dans la rue. Utilisez les défibrillateurs. C'est le sens de cette loi. Création d'un statut de citoyen sauveteur. Étape de sensibilisation au collège, dans la vie active et renforcement des sanctions pour ceux qui dégradent un défibrillateur. Voilà, c'est une loi très importante pour essayer de sauver des vies, les victimes d'arrêt cardiaque. On pourrait imaginer que ce soit rendu obligatoire dans les établissements scolaires, l'apprentissage. C'est déjà le cas. En 3e, il y a une obligation de passer ce qu'on appelle le PSC1. C'est une journée de formation au premier secours. Et puis ensuite, il va y avoir une étape dans le service national universel. Mais si on ne fait pas le service national universel, on est bloqué. Toutes les jeunes générations vont le faire. Donc, en fait, il s'agit de former les jeunes générations. Mais si on veut que toute notre nation progresse, il faut que 80% de la population soit formée au premier secours. Donc, certes, il y a les jeunes générations, mais il y a aussi les citoyens dans la vie active et puis il y a aussi les retraités. C'est pour ça qu'on a rajouté des étapes de sensibilisation au premier secours. C'est simple de se former. Allez-y, faites-le avec la Croix-Rouge, les organismes de formation au premier secours. Faites-le, c'est simple et ça peut sauver des vies. Alerter, masser, défibriller, c'est simple. On peut aussi s'inscrire sur l'application Sauve Life. Voilà, et il existe des applications, Sauve Life, Staying Alive, qui est utilisée par le CHU bien sûr, Grenoble. pour dire je me suis formé, je souhaite être contacté si jamais quelqu'un s'effondre à proximité pour pouvoir aller faire le massage. Et ça permet de sauver des vies. C'est peut-être aussi parce que vous êtes colonel de la réserve nationale de la gendarmerie que vous êtes intéressé à cette question. Ça consiste en quoi? Pas uniquement, mais c'est réserviste et cela montre ma volonté d'être solidaire de la gendarmerie, d'être à leur côté, de dire que eh bien, nos gendarmes, il faut les soutenir, ils sont utiles, de les aider. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette démarche. Et je remercie la gendarmerie de m'avoir accueilli en tant que réserviste. Alors, une dernière information sur cette semaine, pas des moindres, les forces de l'ordre, les gendarmes, mais pas que, ont été bien mobilisés avec l'évacuation de la ZAD de Roibon cette semaine. Alors, malgré l'abandon du projet de Center Park il y a 4 mois par Pierre et Vacances, ils étaient encore 28 sur le site. Mardi matin à l'aube, un important dispositif de gendarmerie est donc venu évacuer la ZAD. 250 militaires pour évacuer ses opposants, certains sur le site depuis 2014. 3 gardes à vue pour usage de stupéfiants, détention d'armes, refus de prise d'empreintes. Les opérations de démolition ont commencé dans l'après-midi. Elles se poursuivent et pour démanteler les différentes installations et structures présentes sur la ZAD. Une réflexion sur ce projet, sur l'abandon de ce projet? Barbara Pompili a dit qu'elle était plutôt satisfaite de l'abandon de ce projet. Peut-être que là aussi, c'était un projet d'un autre temps, pensé un peu il y a 10 ans. Et aujourd'hui, il faut peut-être des projets de taille plus intermédiaire, plus connectés à la nature, même si c'est le cas pour beaucoup de projets que fait Pierre et Vacances. Mais malgré tout, quand la justice a tranché,
il faut aussi pouvoir être capable de faire respecter l'état de droit. Donc moi, je suis aussi sensible à ce qu'on fasse les enquêtes environnementales, qu'on étudie tous les recours, mais qu'ensuite aussi on puisse appliquer des décisions. Parce qu'en France, par rapport à d'autres pays, quand on veut développer des projets d'énergie nouvelle ou des éoliennes, on s'aperçoit qu'on met parfois 8, 10, 15 ans pour les faire, là où ailleurs en Europe, on met 3 ou 4 ans. Et ça devient problématique quand on veut faire des grands projets structurants d'infrastructures, de développement ferroviaire ou de développement énergétique. C'est aussi pour ça que la centrale hydroélectrique de Livet et Gavet, c'est une grande fierté qu'elle ait pu aboutir parce que c'est le type de grand projet qu'on doit être capable de faire en France pour rester compétitif et attractif. Il faut peut-être mieux expliquer aussi. Bien sûr, bien sûr. Et là, je prends ma part aussi en tant que responsable politique. Il faut mieux expliquer, mieux convaincre, mais aussi être capable de faire respecter les décisions et ne pas être bloqué par une minorité agissante qui n'a pas été, elle aussi, assez convaincante auparavant dans le processus. Merci beaucoup, Jean-Charles Collaroy, d'être venu dans ce Récap Info. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission samedi à 13h et en replay sur telegrenable.net. Je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt.